Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Antoine, 43 ans, atteint d'un cancer du foie. La nuit, je cauchemarde sur mes tumeurs qui augmentent et se développent. Elles auraient dû être traitées dès avril 2020 et ne l'ont été qu'en juin. Résultat, les métastases 2 mois plus tard. On devient fou à penser à tout ce temps perdu sur la maladie. La France se vante d'avoir échappé à une situation haïtanienne avec des patients soignés dans les couloirs faute de place. Mais qu'est-ce qu'elle fait de nous, à part nous laisser malades chez nous? La France a échoué à l'instant où elle a cessé de prendre en soin tout le monde. En novembre dernier, la Ligue contre le cancer évaluait à 30 000 le nombre des cancers non détectés ou détectés tardivement. Elle estime aujourd'hui que c'est près de 93 000 cancers qui n'ont pas été détectés en 2020 et qui pourraient entraîner la mort de 1 000 à 6 000 personnes dans les prochaines années. Dans son dernier rapport, l'assurance maladie constate quant à elle un recul sans précédent des soins de ville au cours du premier confinement, 80-90% pour l'ophtalmologie et la dentaire, 60% pour les spécialistes et 30% pour les généralistes. 80% des opérations ont dû être reprogrammées pour libérer des lits. Résultat, 47% de la population a vu ses soins annulés et reportés. 24% des personnes déplorent une aggravation de leurs symptômes et une dégradation de leur état de santé. Une situation qui a généré pour 29% des personnes concernées par les déprogrammations une perte de confiance dans le système de santé. Et pour 11% des personnes interrogées, elle a créé de l'angoisse. Le versant de la santé mentale est particulièrement concerné également par cette dégradation. L'infographie sur l'état psychologique des salariés après 1 an de Covid réalisée par Opinionway révèle ainsi combien la détresse psychologique de la population s'est accentuée. 45% des personnes interrogées ressentent de la détresse au travail, dont 20% en détresse élevée. Le taux de dépression nécessitant un accompagnement a explosé de 21% l'année dernière à 36% aujourd'hui. Et le taux de burn-out a presque doublé en 1 an, avec près de 2 millions de personnes en burn-out sévère. Or, notre système de soins n'est pas aujourd'hui en mesure de faire face à une telle vague sanitaire, physique et mentale de pathologies, de troubles qui s'annoncent. Les cures d'austérité infligées par les gouvernements successifs et l'actuel l'ont gravement, dangereusement affaibli. La gravité de la situation a éclaté au grand jour avec la crise de Covid. Mais l'épiphanie jupitérienne du 12 mars 2020, « la santé n'a pas de prix », s'est exclamé le président, n'aura duré que le temps d'un premier confinement. Le Ségur de la santé censé permettre aux soignants et soignantes de remplir leur mission dans de bonnes conditions est largement insuffisant. Cette année, le gouvernement a infligé 4 milliards d'économies supplémentaires sur les dépenses de santé. En pleine pandémie, les fermetures de services et des lits d'hôpitaux se poursuivent à bas bruit. 970 à Paris, 350 à Tours, 200 à Tarbes, 230 à Marseille, 200 à Nice, 200 à Caen. Il faut en finir avec cette logique délétère. C'est ce que diront notamment les nombreux soignants et soignantes qui participeront demain à la journée de mobilisation de la fonction publique, et j'espère que vous saurez les entendre, Monsieur le ministre. Nous soutenons ces mobilisations des soignants. Il ne s'agit plus simplement de les applaudir, mais également de répondre à ce qu'elles et ils défendent pour améliorer la santé des Français et Françaises. Nous proposons de changer de paradigme et de replacer l'intérêt général humain au cœur de l'organisation de notre système de santé. Pour que les soignants et soignantes puissent travailler dans de bonnes conditions, il faut notamment et en urgence procéder à des recrutements massifs. Nous les avons évalués à l'automne dernier dans notre contre-budget à 62 500 soignants et 210 000 personnels dans les EHPAD. Il faut également augmenter leur rémunération. Nous soutenons la revendication portée par les collectifs d'une augmentation véritable et franche de 300 €. Selon l'Organisation mondiale de la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas simplement à une absence de maladie, d'infirmité. La possession d'un meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique et sociale. Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple. Ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. Depuis 4 ans, et plus encore sous la crise Covid, le gouvernement a failli à ses missions. Quand nous serons en responsabilité, nous y répondrons avec les moyens humains et financiers matériels adéquats en matière sanitaire, mais aussi sociale et environnementale. Nous interpellerons ce soir le gouvernement sur un certain nombre de mesures
liées à la question notamment de la santé mentale, mais c'est plus largement qu'il faut, de notre point de vue, remettre en place cette politique, la remettre à l'endroit et la faire servir, enfin, la santé et le bien-être des Français et des Françaises. Le pédopsychiatre Bruno Palissard, le nombre de consultations des pédopsychiatres a augmenté de 50% depuis le début de la crise pandémique, alors que le nombre de pédopsychiatres a été divisé par 2 en 10 ans. Des chercheurs de l'INSERM et de l'INED ont également révélé que 13% des enfants de 8 à 9 ans ont été concernés par des troubles socio-émotionnels pendant le confinement, 22% d'entre eux ont rencontré des troubles du sommeil et 24% des enfants issus d'un échantillon de 432 ménages présentaient des symptômes d'hyperactivité et d'inattention pendant le premier confinement. Or, il faut souligner qu'en 2018, 12% des enfants et adolescents étaient déjà en souffrance psychique, d'après le réseau européen des défenseurs des enfants. La situation ne date donc pas d'hier ou de la période de crise, tout comme l'état dégradé de la pédopsychiatrie. Il y a 3 ans, le 17 avril 2019, des membres du personnel du centre médico-psychologique du 19e arrondissement de Paris, où je suis députée, organisaient une journée de grève et de mobilisation festive pour mobiliser et sensibiliser familles, enfants et associations sur le devenir de leur secteur. Dans cet arrondissement où la population a augmenté de 20% en 20 ans, la demande a explosé. Or, beaucoup de familles sont en difficulté socio-économique et les habitants consultent en moyenne plus tard. La pédopsychiatrie est au bout du rouleau. Manque de moyens, de postes, une administration de la santé qui a du mal à intégrer le fait qu'en la matière, ce qui compte, c'est le temps et le lien. L'équipe du 19e arrondissement, comme beaucoup d'autres à travers le pays, croule sur le travail. Dans les 3 centres du secteur, le temps d'attente pour un premier rendez-vous varie entre 3 mois et 1 an pour les adolescents. Dans le centre de l'avenue Flandre, 140 enfants sont sur une liste d'attente. Lors de cette mobilisation, les personnels demandaient des moyens humains et matériels à la hauteur des besoins de la population en doublant les effectifs médicaux et non médicaux, des locaux adaptés, une hausse des budgets des activités thérapeutiques et des séjours, des moyens de formation à hauteur des besoins, et j'en passe. Aujourd'hui, ces demandes et ces revendications restent éminemment d'actualité. Alors, Monsieur le ministre, quelle réponse comptez-vous apporter à ces professionnels et surtout à ces enfants et à ces familles qui seront encore plus en attente de ces soins? Monsieur le ministre. Il y a évidemment un impact de la crise sanitaire et du confinement et de l'impact économique et social et éducatif sur la santé mentale des Français, et y compris des mineurs. Il y a une nécessité de, peut-être pas de refonder, mais en tout cas de structurer beaucoup plus fortement la santé mentale et la psychiatrie, et notamment dans le secteur public dans notre pays. J'ai cité tout à l'heure en intervention, Madame Obono, les assises nationales de la santé mentale et de la psychiatrie qui vont se tenir prochainement sous l'égide du Président de la République, qui doivent permettre de rassembler tous les acteurs, notamment sur la filière pédopsie, mais pas que, pour que nous puissions avoir une filière pédopsychiatrique beaucoup plus forte et solide que celle que nous avons aujourd'hui. Non pas que les pédopsychiatres ne seraient pas de qualité, ils le sont d'une grande qualité, mais ils ne sont pas assez nombreux, et surtout pas assez nombreux à exercer dans le secteur public. On ne forme pas un pédopsychiatre en 3 mois ou en 6 mois. En revanche, il faut trouver des solutions qui ne peuvent pas attendre. Donc il y a eu des solutions qui ont été apportées avec un chèque psy pour les enfants. Nous avons recruté plus de 250 psychologues dans le cadre du Ségur de la santé, dont un grand nombre vont en CMP IV, c'est-à-dire CMP infanto-juvénile. Il y a la formation au premier secours en santé mentale. Il y a beaucoup de structures associatives qui ont été soutenues par les pouvoirs publics pour venir aussi en aide aux jeunes qui sont en difficulté ou aux parents qui ont des jeunes qui sont en difficulté. Et nous suivons ça avec vraiment la plus grande attention. Pour la première fois dans l'enquête EPICOF, qui est l'enquête nationale publique réalisée par Santé publique France, on constate au mois de mai 2021, pour la première fois, une baisse significative des états dépressifs dans notre pays, puisqu'on était monté à 22%, on est désormais à 19%, c'est encore au-dessus de ce qu'on observait les mois et les années précédentes, mais c'est la première tendance qui montre un arrêt de l'aggravation, sans doute lié à la situation sanitaire qui s'est améliorée et à la fin de l'état d'urgence. Donc, nous faisons évidemment le maximum pour que ça dure dans le temps et que le virus ne revienne pas, mais il faudra ensuite beaucoup de résilience collective pour panser nos plaies.